fait l'école d'architecture de Paris-Belleville. On a très vite lancé Bellastock dès la 3e année d'architecture, ce qui m'a laissé peu de temps pour essayer d'autres agences, mais j'ai quand même bossé 1 an et demi dans des agences pour me rendre compte que j'avais vraiment envie de m'engager dans Bellastock. Et puis je suis toujours impliqué. Aujourd'hui, je suis à la co-directeur de la société coopérative Bellastock. Et moi, donc, je suis Quentin Chansavang. Je suis architecte de formation, diplômé à l'école d'architecture de Grenoble, où j'ai eu une formation beaucoup axée sur l'expérimentation. C'est pour faire le parallèle avec l'activité de Bellastock, par la proximité des grands ateliers, par la présence du laboratoire Cratère dans l'école. Et donc, j'ai aussi fait le DSA architecture de terre à la suite de mes études, et j'ai travaillé sur beaucoup de projets justement liés à l'échelle 1, à l'expérimentation sur chantier avec des chantiers pédagogiques. Et puis après, au travers de ces chantiers, j'ai développé un peu une activité sur la communication justement, sur le fait justement de communiquer ce qui se passait sur chantier. C'était un peu au moment de l'arrivée des réseaux sociaux, et on a tout de suite vu que ça pouvait être intéressant de documenter, de faire un peu du direct, de montrer comment avancer les choses quand on faisait du pizza en Chine par exemple. Et donc ce qui m'a amené, après au travers de différentes expériences, d'arriver à Bellastock en 2017 pour être responsable de la communication justement, donc sous format association à l'époque. Et donc aujourd'hui, je suis aussi co-directeur avec Antoine et puis avec Mathilde Billet, qui est la 3e co-directrice, qui est actuellement en résidence à Brest pour un projet. Et du coup, voilà, co-direction de la structure depuis le passage en coopérative, direction de la communication, et puis je travaille sur le temps qui me reste sur des projets, sur d'autres types de projets, un peu comme des chantiers pédagogiques aussi. Et par ailleurs, j'enseigne à l'école d'architecture de Grenoble suite à mes études depuis 2010. Voilà. Alors pour vous raconter l'histoire de Bellastock et de sa création, donc on était sur les bancs de l'école en 2006 et on a repris l'association de notre école, et très vite on s'est rendu compte que dans nos études, la partie terrain, la partie faire, la gestion de la matière était assez absente. Donc on s'est dit on pourrait peut-être monter un festival d'architecture qui aurait pour but de faire un exercice assez simple mais qu'on n'avait pas à l'école à l'époque, qui est de concevoir, construire, habiter son projet, puis le déconstruire à l'issue de l'événement. De là est né ce festival où on crée une ville éphémère. Très rapidement, il y a eu un engouement. En fait, on n'était pas les seuls à l'école d'architecture de Paris-Belleville à avoir besoin de se connecter au terrain. Donc très vite, il y a eu toutes les écoles parisiennes, puis ensuite il y a eu toutes les écoles au niveau national. On est passé de 100 participants à près de 1000 participants, ce qui crée des villes éphémères assez importantes. Et ce qu'on a rajouté au fil de l'eau, c'est on a un peu étoffé. En plus de ce festival de construction, on a fait des conférences en amont avec des spécialistes, on a créé des ateliers avec des professionnels avant l'événement pour pouvoir prototyper et comprendre ce qu'on allait pouvoir construire pendant le temps de l'événement. Et finalement, ce festival est devenu un de nos axes de développement aujourd'hui, qui est la formation. Et au fil de l'eau, le festival est devenu un peu la colonne vertébrale du Bellastock, et se sont greffés au fur et à mesure des sujets qui nous tenaient à cœur. Très vite, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas remplir des bennes à l'issue d'un événement et qu'il allait falloir avoir une intelligence et une compréhension des cycles des matériaux. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'expertise réemploi. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la récupération, que l'idée de déconstruire le festival à l'issue de l'événement, ça demandait une forme de logique autour des matériaux pour qu'ils puissent avoir plusieurs vies. Et toute cette pensée projectuelle, c'est devenu un de nos axes de développement, et aujourd'hui l'expertise réemploi est un des secteurs sur lequel Bellastock se développe et un peu la figure de proue au niveau national. Chemin faisant, c'est aussi dit qu'est-ce que ça donne un festival dans un quartier? Qu'est-ce que ça fait, cette énergie qu'on arrive à déployer avec 1000 créateurs? Si on la met au service d'un projet urbain, qu'est-ce que ça peut engendrer? Donc très vite, on s'est interrogé sur ce qu'on appelle l'urbanisme de transition, et l'idée d'arriver sur un territoire, de regarder les ressources en place, les ressources en termes de matière, mais également en termes de structure, d'associations habitantes, de personnes qui font vivre le lieu, les usagers,
et comment faire des interventions temporaires pour tester, pour aussi créer du lien avec ses habitants et pouvoir préfigurer le projet urbain sur le long terme. L'objectif étant de faire atterrir un projet où les usagers ont plus leur mot à dire. Donc ça, c'est le troisième axe de développement, l'urbanisme de transition. Et enfin, le pôle qui est arrivé à partir de 2012, c'est le pôle études et recherche, où là, on fait du conseil et de l'appui aux politiques publiques. Et on va, fruit de notre expérience sur le terrain, créer des études pour conseiller et favoriser des politiques publiques qui vont dans le sens du réemploi de matériaux, des projets inclusifs, des bio-géosourcés. L'objectif premier, celui qu'on a gardé depuis le début, c'est l'idée de pouvoir emmener sur le terrain des jeunes architectes, artistes, designers, paysagistes, pour qu'ils puissent se faire des expériences terrain et qu'ils puissent commencer à se confronter à la matière, qui est un pan important quand tu es un concepteur, c'est celui de aussi avoir l'intelligence des mains, la mémoire de certains matériaux pour pouvoir avoir une conception plus pointue le jour où tu dois dessiner à nouveau avec ces matériaux-là. Donc ça, c'est resté quand même la racine de ce projet. Après, si on a souhaité l'étoffer avec des conférences en amont, c'était pour avoir un volet théorique qui soit un peu plus, qui ait plus d'épaisseur par rapport au festival. Et donc pour nous, c'est aussi une formidable occasion de rencontrer tous les acteurs d'un thème de construction qu'on aurait choisi. Par exemple, l'année où on construit sur la paille, on rencontre le réseau français des constructeurs paille. La rencontre est fructueuse, ils nous apprennent beaucoup sur ces thématiques. Et nous, ce qu'on leur offre, c'est une ouverture sur les écoles. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris, qui parfois est très scientifique, technique, on a travaillé notamment avec Quentin à l'idée de pouvoir vulgariser et de rendre ça accessible par des étudiants en architecture. Et donc on a fait par exemple des vidéos tutoriels pour expliquer comment est-ce que la paille peut s'introduire dans la construction, pourquoi c'est un grand enjeu, pourquoi c'est un matériau qui est sous-exploité en France. Et donc il a aussi ce rôle-là, le festival, de ramener sur les bancs d'école des sujets parfois techniques, parfois des sujets qui sont méconnus, mais qui sont, à notre sens en tout cas, des enjeux autour de la construction de demain pour avoir un impact plus respectueux sur l'environnement lorsqu'il s'agit de dessiner, d'aménager un territoire. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Après, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi avoir un impact sur le territoire où on travaillait. Donc on a fait un festival sur les bords du canal de l'Ourcq où on a essayé de réfléchir aux projets urbains en cours. Et on a fait en sorte que le festival et ce travail temporaire puisse être une occasion de faire des prototypes pour tester des programmes avec certains usagers qu'on avait ciblés. Et c'est ça ce qu'il y a de magique avec cette idée du temporaire, c'est que ça nous a permis de tirer des conclusions, d'analyser un peu comment chaque situation avait été vécue et par qui, et pouvoir préconiser et influencer dans le projet urbain par la suite. Donc c'est aussi ce que le festival apporte, c'est de s'implanter sur un territoire, créer un tissu local, tissu culturel, technique, d'entreprise, pouvoir les rassembler le temps d'un événement sur un processus qui peut durer 6 mois, mais avec 4 jours, qui est un peu la clé de voûte du projet. Et c'est là-dessus où l'impact il est plus sur le long terme, c'est que les gens qu'on a mis en réseau et ce que l'on a brassé sur un territoire, finalement, ça a créé de nouvelles synergies, ça a amorcé de nouveaux projets, ça a invité les acteurs à avoir une autre lecture de comment ce site pouvait être vécu et utilisé. Donc voilà un peu tout ce que le festival a pu apporter en termes d'impact positif pour un territoire. Ouais, et moi toujours pareil avec ce point de vue de quelqu'un qui est arrivé après coup. Le premier festival, c'est toujours un choc un peu à tous les niveaux, quoi, spatialement, formellement, sociologiquement et en termes d'énergie aussi, parce qu'il en faut quand même. Parce qu'en fait, on découvre quelque chose où on sent tout de suite que c'est quelque chose qui a infusé depuis 2006. Et on voit 500 personnes qui sont là, elles savent déjà ce qu'elles ont à faire parce qu'elles connaissent le festival, parce qu'elles ont entendu parler.
et tout ça réuni autour d'une thématique. Donc en fait, on a toute une énergie collective qui permet en à peine 4 jours de produire quelque chose d'incroyable, d'avoir à la fois pour Bellastock et les objectifs qu'on va se fixer, une sorte d'outil de R&D sur le long terme, donc avec des conférences, des ateliers, et puis en juillet, 4 jours de festival intense, avec un chantier pédagogique entre 500 et 1000 personnes, quoi. Ce festival devient un outil de préfiguration en lui-même. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs comme Yes We Camp, comme les Souk Machines, qui font de la préfiguration de lieux. Et donc nous, on sait que notre meilleur outil, ça va être ce festival. Donc on va venir maintenant adapter le festival qu'on propose à un lieu et à ses besoins en termes de préfiguration. Et donc en fait, on a un outil sur lequel on a 10 ans d'expérience et qu'on peut mettre au service d'un projet. Et voilà, c'est un peu ce qui va se démarquer de d'autres manières de faire de la préfiguration. C'est pas mieux ou moins bien, mais je veux dire, c'est que d'un événement festif, on est arrivé à un vrai outil de travail en fait. Ce qu'on entend par préfiguration, et le projet que décrit Quentin, c'est le CAP, c'est le Centre Art, Architecture, Paysage, Patrimoine. C'est les 6 écoles d'architecture d'Île-de-France qui vont se réunir pour avoir un lieu pour pouvoir expérimenter et tester à l'échelle 1, faire un petit peu ce que l'on a proposé au sein du festival. Le fait que le festival s'inscrive sur le site, on a échelonné dans le temps. Le premier, c'est la question de s'implanter. Comment est-ce qu'on travaille avec la biodiversité et un parc de 11 hectares qui a été fermé pendant 10 ans. Donc comment est-ce qu'on ramène de l'activité sans, tout en respectant l'environnement. L'année 2, c'est s'outiller. Comment est-ce qu'on travaille sur l'énergie du lieu, les espaces de travail. On capacite le lieu pour lui donner une plus grande force de frappe au moment de produire. Et l'année 3, c'est s'ouvrir. C'est comment le CAP a acquis sa dimension de lieu de production et les actions vont aller se disséminer sur le territoire alentour. Et donc, au fil de ce travail, là où ça préfigure, c'est que nous, on peut dire, voilà, avec 500 constructeurs sur place, on sait qu'il faut tant d'espace pour l'outillage, tant d'espace pour la zone établie, et on travaille avec les architectes qui sont en train de dessiner le projet pour leur dire, votre halle, il faut qu'elle fasse 900 mètres carrés, puisque en grande jauge, on atteint 500 personnes. Et en gros, c'est depuis le terrain que tu fais remonter les informations et les données qui te servent à dessiner le projet futur. Et c'est en ça que ça préfigure. Alors comment est-ce que le festival peut avoir un impact sur le long terme alors que c'est un événement court? Ce qui, c'est un petit peu, ça revient à ce que l'on expliquait tout à l'heure, c'est pour créer cet événement de 4 jours, avec la programmation culturelle qui est adossée, il faut créer un réseau d'entreprises qui fournissent la matière ou qui fournissent l'énergie pour que le projet ait lieu. Il y a un réseau culturel, donc les acteurs culturels locaux qui vont venir intervenir pendant le temps de l'événement. Il y a les élus et les institutions qui te suivent pour que le projet atterrisse sur le site. Et donc tu vas brasser et commencer à tisser un réseau d'acteurs sur un site. Tu crées l'événement qui est un petit peu l'aboutissement de tout ce travail. Là, toutes les personnes vont venir sur site voir un petit peu comment ça a été mené. Et ça crée, pour des projets urbains qui doivent se développer sur le plus long terme, c'est une bonne action de préfiguration où déjà on tisse un réseau d'acteurs qui se connaissent via le projet. Et 2, on teste aussi le site. C'est-à-dire que le temps de l'événement, on va, comme c'est assez foisonnant, on va tester plein de types d'usages sur le site et certains d'entre eux vont être concluants, intéressants, vont mettre la puce à l'oreille par rapport à un porteur de projet ou un constructeur ou un aménageur qui va se dire tiens, j'avais pas pensé à cette manière d'utiliser un dessous d'autoroute. Effectivement, ça peut faire un cinéma sur ses piles, enfin, c'est ce qui était arrivé en 2012, ou ça peut faire un lieu festif puisqu'on est sous une bretelle d'autoroute. Et là, ça impulse des idées qui vont être reprises pour le plus long terme. Et c'est en ça que le festival est intéressant, c'est tisser un réseau d'acteurs et susciter de nouveaux usages sur un site. L'objectif, c'est quelque part de pérenniser, de semer et puis de faire germer des idées dans les têtes de tous les gens qui peuvent voir ce qui se passe au festival. Et encore une fois, le festival, tout ce qui s'y passe, ce qui est assez fort quand on est sur place, c'est que le plus gros de ce qui s'y passe, c'est pas forcément ce que nous, on a organisé en amont. Nous, on met en place un contexte qui permet après de créer de la rencontre entre les participants qui construisent la ville, entre les visiteurs, entre des intervenants conférenciers, entre des gens qui font des ateliers, entre les habitants.
Et après, on n'a pas une trace de tout ça, mais on a souvent des anecdotes ou des projets qui nous reviennent quelques années après sur des choses qui sont parties d'un festival. Il y avait, je ne sais plus, l'histoire des urinoirs pour femmes, peut-être. Oui, elle a créé une boîte qui s'appelle Lapi. On a le collectif La Bulle qui fait exclusivement des gonflables. Ils se sont rencontrés l'année des gonflables. Il y a une myriade de groupes d'architectes qui se sont sentis capacités par le festival et qui se sont dit ok, bah, on va se réunir, on va avoir un projet commun, on va faire à côté de l'école. Et en fait, c'est comme disait Quentin, l'action aussi sur le long terme, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 30 000 étudiants en architecture ou du monde de l'aménagement ou du monde créatif qui sont venus sur ce festival et qui aujourd'hui, ça a fait des petits, quoi. Ils se sont réunis et donc c'est ça aussi notre action sur le long terme avec un festival éphémère. Qu'est-ce qui économiquement aujourd'hui permet à Bellastock de se développer? Il y a une bonne partie sur l'expertise réemploi. C'est en train de clairement exploser dans le monde du BTP. Et donc avec les recherches qu'on a fait à partir de 2012, le panel d'expérience aussi qu'on a développé depuis, on est très très sollicité sur ces questions d'accompagnement, maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage pour l'intégration du réemploi dans les projets de construction et d'aménagement. Donc ça reste quand même un gros volume de projets. Ensuite arrive en deuxième position peut-être la partie plus études, où justement on continue et on en fait un objectif, c'est de continuer à pousser la recherche au sein du Bellastock pour qu'on puisse continuer à s'interroger sur nos manières de faire et puis pouvoir les diffuser aussi auprès de nos confrères. Après, on a l'urbanisme de transition. Alors, on est en train d'essayer d'avoir plus de projets sur l'urbanisme de transition, puisque pendant un moment, le réemploi a tellement pris d'espace chez Bellastock qu'on a un peu délaissé la partie terrain. Mais en fait, avec le recul, on se rend compte que c'est fondamental de savoir, certes, continuer à cibler les manières de faire du réemploi, mais il faut qu'on garde aussi une partie terrain parce qu'on continue à y puiser des informations qui sont clés à l'heure de faire des projets d'aménagement et de construction. Donc l'urbanisme de transition, on veille à ce qu'il se développe plus. On a fait toute une campagne de démarchage et de prospection en ce sens-là. Et puis enfin, il y a la partie formation qui occupe aussi désormais une belle partie de notre temps chez Bellastock, puisque le CAP, qui est cette école de l'expérimentation à échelle 1 et de l'éco-construction qui mélange les pros, les étudiants en archi, ça nous prend aussi beaucoup de temps, mais on croit beaucoup en ce projet chez Bellastock parce que c'est aussi une manière de crédibiliser ce qu'on a fait pendant 16 ans et de lui offrir un lieu pour pouvoir l'enseigner. Ça s'est fait assez naturellement, c'est que finalement le festival a un côté un peu extraordinaire, comme on le disait en introduction. C'est assez impactant quand on arrive et ça ressemble à une fourmilière et ça travaille. Ce qu'on fait, nous, c'est essayer de donner un cadre et un scénario, mais c'est pour qu'il soit, je trouve pas mes mots, mais pour que les personnes puissent aller au-delà du cadre. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est que 500 créatifs sur un même endroit avec un même matériau, finalement, ça génère une telle énergie et une telle créativité que c'est ça qui a fait l'attrait de ce festival. Et donc, on a dû avoir une excellente communication, mais le projet déjà, de fait, était assez intriguant et original. C'est vrai qu'on a eu plus tendance à faire de la participation par le faire. C'est-à-dire que ça revient à la question qu'on avait auparavant sur la question du chantier ouvert. C'est vrai que d'être directement dans le quartier, d'avoir ramené les matériaux, de commencer même à dessiner directement sur le lieu où on va construire, ça suscite l'intérêt et on va avoir une discussion, un échange. Et le fait de mettre à contribution des habitants ou des usagers par
un chantier qui nous dit ouais, je repasserai vous filer un coup de main pour les plus motivés. Il y en a d'autres qui vont nous dire oui, je veux bien, j'ai 2-3 trucs à planter, si vous faites des bacs de plantes, je viendrai m'impliquer. Ou alors venez vendredi, c'est l'inauguration pour ceux qui veulent juste venir voir. En tout cas, le fait d'être déjà dans l'action évite peut-être les écueils de certaines réunions de concertation où on sait que finalement c'est toujours un petit peu compliqué parce que certains voient uniquement par leur spectre et ce dont ils ont besoin. D'autres, c'est des projets déjà dessinés où on essaie de faire passer la pilule. Donc ce que Bellastock a toujours essayé de mettre en place, c'est de dire notre concertation, elle se fera en terrain. Parfois, on a fait des ateliers en chambre au départ, mais on parle très rapidement de ce qu'on va construire, quel type de matériaux. On suscite l'intérêt via le fait d'aller directement travailler dans le quartier. Et c'est là-dessus qu'on a toujours essayé de rester raccord par rapport à notre manière de concerter, quoi. C'est ce qui fait en vrai donc l'intérêt et l'expérience de toutes les structures qui font ce travail-là, c'est justement par l'expérience des différents ateliers, des différentes situations de projet, de savoir vraiment quand on fait ces séances-là, comment on les fait, comment on les organise, et comment ça peut avoir l'air de quelque chose de très simple, mais à la fois très riche et très organisé en coulisses pour justement réussir à glaner un maximum d'infos qui contemplent l'usager à la fin, sans tomber dans quelque chose où au final, si on n'organise pas, en fait, on ne sert à rien. En effet, on tombe dans un schéma où voilà, à la fin, on peut se poser la question, si on fait du tout participatif, à quoi servent les aménageurs, à quoi servent les architectes et autres métiers comme ça. Parce que Bellastock, quand Bellastock parle d'espaces ouverts que l'on crée au sein d'un quartier, il est ouvert à différentes échelles. D'abord, ouvert à la discussion et à la rencontre. C'est ce qu'on appelle, nous, un diagnostic de terrain où on va dans un quartier. C'est ce qu'on a fait pour le projet sur le canal de l'Ourcq. On avait une machine à thé et à café. On offrait un café ou un thé. Et c'était l'occasion d'embrayer sur comment est-ce que vous vivez le territoire, qu'est-ce qui, à votre sens, manque sur ce site. Voici le projet urbain, comment est-ce que vous l'agrémenteriez pour qu'il puisse être à l'image de ses utilisateurs, vous. Donc ouvert déjà d'une première manière aux gens qui travaillent dessus, qui l'utilisent, pardon. Après, ouvert sur la partie chantier, c'est-à-dire que fruit de ce qu'on a récolté comme information au cours de notre diagnostic de terrain, on va créer un cahier des charges qui va nous permettre de définir ce que l'on va construire. Donc, je cite un exemple pour que ça soit illustré. On a rencontré une association de jardinage qui nous dit on n'a pas le lieu pour ranger nos outils. Quand on fait la récolte, on aimerait bien manger un repas ensemble. On n'a pas de table de pique-nique. Il nous en faudrait une grande pour qu'on puisse se réunir avec tous les gens de l'association. Et on aimerait que les bordures soient mieux délimitées parce qu'il y a encore des coureurs et des vélos qui passent à travers nos... Donc on note tout ça. Ensuite, on va faire le chantier. On va le faire avec les gens de l'association de jardinage. On laisse ouvert la porte à j'ai ramené un ami qui veut s'impliquer dans l'asso ou un voisin qui passe qui dit oui j'ai toujours vu cet endroit et j'aimerais bien participer. Donc chantier ouvert pour que tout le monde puisse y participer et que le lieu puisse aussi être assez perméable aux idées qui arrivent d'un voisin qui voudrait nous proposer une nouvelle idée. Et puis voilà, je pense que c'est là-dessus que Bellastock travaille à ces espaces ouverts dans la ville et ouverts aussi avec les différents acteurs. Voilà comment j'entends le mot ouvert sur nos travaux dans des milieux urbains. Ouais, puis ça rejoint en gros l'idée qui englobe un peu tout ce qu'on va faire aussi pour leur emploi, de dire qu'on cherche à valoriser les lieux et leurs ressources. Et donc d'un point de vue architecte, souvent la ressource, on entend souvent matériaux, et puis on peut inclure l'énergie dedans, mais c'est vrai que c'est justement la ressource, la partie, les usagers, l'utilisateur, est peut-être la ressource principale en fait dans ces projets-là, et même pour les projets qui relèvent du réemploi. Et puis on verra après, je pense que de toute façon tout ça se croise, et c'est pour ça qu'on continue de mener un peu tous ces projets qui peuvent sembler un peu différents dans leur modèle, au sein d'une même structure. Comment est-ce que la participation pourrait faire évoluer la politique, on va dire, de l'aménagement urbain ou territorial? S'il y a quelque chose qui peut être retenu, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est en train d'arriver progressivement,
c'est justement cette question du, pour employer des termes en anglais, mais du top-down et du bottom-up. Aujourd'hui, on voit que l'urbanisme transitoire, il répond à une manière de faire les villes avec une inertie qui est assez longue, parce qu'en fait, il y a un plan, il y a une politique urbaine qui est mise en place à un moment donné, et que le temps qu'elle suive son cours, on arrive à un résultat qui est des fois 10 ans après, et puis le monde a changé, il se passait d'autres choses. Et donc on a quelque chose qui était très bien sur le papier au départ, qui a fait l'objet d'une étude très poussée, mais avec un résultat qui est déjà plus adapté, et juste parce que à la fois le temps est peut-être trop long, et puis surtout la décision part de trop loin justement par rapport à l'usager. Donc je ne pense pas, encore une fois, qu'il faille tomber dans un extrême du bottom-up. Mais par contre, oui, encore une fois, comme nous on va le faire à notre échelle sur nos métiers, de s'inspirer un peu de cette pratique à tous les niveaux, aussi au niveau des politiques, parce qu'on a quand même besoin d'eux, c'est un métier qui est vraiment pas facile, sur justement savoir quand être dans du participatif, quand savoir prendre des décisions, vu que c'est le rôle aussi qu'il y a en termes de politique. Donc c'est un peu faire cette même démarche, mais du point de vue politique et au niveau de tous les métiers et toute la chaîne d'acteurs pendant un projet. Et ce dont on s'est rendu compte au fil des années, pendant les 16 ans d'expérience, c'est que les politiques publiques étaient prêtes à se questionner. Il y a des gens qui sont favorables à une nouvelle manière d'aménager, une nouvelle manière de gérer la matière, gérer l'inclusivité dans les projets. Donc on a eu des très belles rencontres dans les maîtrises d'ouvrage, des élus aussi qui nous ont fait confiance. Donc on pense que, par contre, c'est sûr qu'ils viennent s'inspirer sur le terrain. Ils regardent ce que Bellastock va tester sur un site, comment on va susciter de l'intérêt au niveau des usagers, comment est-ce qu'on va utiliser un territoire de manière assez rapide. Et donc ils sont assez friands de découvrir nos stratégies techniques qu'on a développées, nous qui sont très terrain. C'est là-dessus qu'on peut parler de bottom-up, c'est que eux, ça va les inspirer sur la manière d'imaginer leur future politique publique. Et les choses bougent, donc je pense qu'il y a un vrai intérêt pour ce que Bellastock a développé. Et puis parfois, on est aussi interrogé pour aller conseiller des législateurs pour faire changer la loi et l'écrire dans un sens qui soit plus favorable à l'inclusion et à la gestion raisonnée de ressources. Donc oui, notre action est très politique finalement. Chez Bellastock, quand on s'implique dans des quartiers, quand on demande l'avis à des habitants, quand on va dans des écoles maternelles ou des collèges pour leur apprendre ce que c'est l'archi, le projet urbain, pour leur dire voilà, c'est aussi votre environnement et vous êtes des futurs citoyens, donc on vous donne des clés de compréhension pour être un citoyen concerné. Donc oui, c'est profondément politique ce que l'on développe, mais c'est sûr qu'on a encore peut-être du mal à nous poser des mots là-dessus. On le fait de manière un peu naturelle, de se dire bah oui, en fait, avant d'être architecte, je suis habitant. Moi aussi, je vis dans cet écosystème, ce lieu. C'est normal que j'en fasse partie et que j'ai mon mot à dire sur comment on l'aménage. Donc c'est plus une prise de conscience qu'on doit donner plus de clés de compréhension à tous les usagers et tous les acteurs de la ville. Comment on fait aujourd'hui avec le contexte législatif et réglementaire du bâtiment pour justement essayer de faire évoluer les choses? Justement, en fait, on essaie d'agir, c'est bien parce que ça boucle un peu avec le début, mais on essaie d'agir à différents niveaux. Et donc, dans le projet, on voit que la commande évolue, alors par ce qu'on a fait, par ce que d'autres ont fait sur la question du remploi, par exemple. Donc on arrive dans le projet à montrer qu'on peut faire autrement. Donc après, il y a un maître d'ouvrage, il va voir ce qui s'est fait. L'autre, il va mettre à jour son programme, il va dire moi aussi, je vais me fixer des objectifs encore plus importants. Et au final, donc on vient agir dans le projet. Après, on vient sensibiliser des maîtres d'ouvrage. On va faire de l'appui aux politiques publiques aussi. On vient auprès des étudiants dans les écoles d'archi. On échange avec les enseignants. Donc en fait, l'action sur le politique direct, je pense pas qu'elle fonctionne comme ça. C'est plutôt le politique qui va voir évoluer aussi son monde et qui va venir
qui va venir s'adapter, comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction de ce qui évolue. Donc nous, notre but, c'est d'aller agir là où c'est possible, dès qu'il y a un interstice. Et puis tout à l'heure, on parlait de l'exemple de Yes We Camp, qui voudrait des espaces d'expérimentation. Je pense que c'est le cas de pas mal de monde. Donc ça vient sur toujours faire preuve par le terrain, montrer, parce par exemple, si on parle du festival, bon, les gens, à chaque fois qui ne nous connaissent pas, ils imaginent des gens devant une scène écouter de la musique. Même si on dit que c'est d'architecture, ils se disent peut-être qu'il y aura une maison sur scène, mais bon, voilà. Et en fait, de montrer, de faire visiter une ville éphémère, pas juste la photo il y a plein de monde, mais de dire, regardez là, tous ces gens, ils ont construit un truc, ils sont respectueux de ce qu'ils ont fait, ils vivent dedans. Voilà, déjà montrer par l'action, par le projet, c'est hyper fort. Et donc voilà, on vient montrer, on vient sensibiliser, et puis en plus, on vient proposer des appels à projets où là, il y a cette forme de liberté justement dont on parlait pour montrer qu'on peut faire autrement. Et on voit que la politique, elle évolue progressivement avec. Je ne sais pas si elle peut évoluer plus vite, mais par exemple, là, il y a la loi qui se structure vraiment autour de la question du remploi et qui est en train de le rendre obligatoire dans une moindre mesure pour l'instant, mais parce qu'il y a eu des actions qui ont été menées, quoi. Donc nous, on n'est pas politique, donc notre rôle, c'est vraiment de faire preuve on est de formation d'architectes, donc nous, mais il n'y a pas que les architectes qui peuvent le faire, mais nous, ce qu'on aime bien, c'est justement inventer des systèmes pour que ça puisse changer et montrer, voilà, toujours gravir un petit échelon de plus et faire avancer dans ce sens-là, quoi. J'ai une anecdote juste qui illustre un peu ce que vient de dire Quentin. 2019, on travaille sur la construction paille. Je vais à la fête des associations de la ville d'Évry-Courcouronnes et il y a un membre du collectif Paille Île-de-France qui a la gentillesse de m'accompagner, une architecte de Grand 8 d'ailleurs, qui va rencontrer le maire et lui dire voilà, c'est possible de construire en paille, la réglementation est pas si contraignante, il y a des choses à mettre en place pour qu'on puisse construire en paille, mais ça se fait. Et là aujourd'hui, il y a une crèche sur Évry-Courcouronnes qui va voir le jour en paille. Donc c'est aussi ça ce que fait Bellastock, c'est mettre en lien, faire tomber certaines appréhensions, méconnaissances aussi parfois, mais en tout cas c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes chez Bellastock. Ce qui m'interroge beaucoup depuis qu'on travaille chez Bellastock et l'espoir que j'ai en tout cas, c'est que tout le travail qu'on fait pour montrer comment un territoire s'aménage, comment circule de la matière, comment ses ressources sont mobilisées pour construire, aménager, toutes ces étapes depuis le temps où on extrait, le temps où on transforme ce matériau, on le met en œuvre, sa première vie, le fait qu'on la retape, qu'on la rénove, sa seconde vie, tout ça pour moi c'est autant d'opportunités pour créer de l'intensité sociale, faire en sorte que l'on puisse mobiliser des gens pour prendre soin de cette matière, prendre soin de nos territoires. Et cette intensité sociale, j'ai bon espoir qu'avec tout le boulot que fait Bellastock pour montrer toutes ces étapes et comment circule cette matière, que l'on arrive à prouver qu'on peut faire société en s'occupant de l'aménagement de nos territoires et de comment on traite la matière et comment on appréhende nos territoires. Donc voilà, c'est un peu... Si j'ai un espoir, c'est qu'on intensifie cette question du social dans toutes les étapes d'aménagement et comment est-ce qu'on peut faire société. On s'est posé la question quel serait notre idéal. Moi, ma première réponse, c'est dire qu'on ne serve plus à rien, quoi. que c'est une caricature, mais qu'on voit déjà qu'il y a plein d'agences d'archi qui commencent vraiment à bien intégrer leur emploi, qui le font très très bien en interne, avec à la fois sur la partie très conception, dessin, logistique sur les matériaux, mais aussi sur le côté qui est hyper important, c'est justement de réussir à faire bouger les acteurs, parce qu'au final on se rend compte que c'est pas uniquement des freins réglementaires ou quoi qui existent, des fois c'est juste l'inertie de l'habitude et que le changement... voilà, même s'il y a une personne dans une grande structure qui va dire est-ce qu'on fait comme ça, juste parce qu'il ne va pas avoir de réponse, mais qui va autour de lui par méconnaissance, c'est souvent par méconnaissance, mais qu'il a le courage de dire bon bah moi j'y vais. Je pense par exemple à SSDH avec Lucas Colombias ou voilà. Je dis pas qu'il a été isolé, hein. Je dis juste que lui il a eu un peu le culot de se dire bon bah vas-y on y va.
on va déconstruire des bâtiments et en profiter pour faire un projet où on traite du réemploi et on mélange avec du social et tout ça. Donc c'est vraiment un enjeu de tous les acteurs avec qui on travaille, aussi de faire bouger les lignes avec les acteurs avec lesquels on travaille, maître d'ouvrage, bureau de contrôle, bureau d'études. Et voilà, si nous, on ne sert plus à rien sur ces trucs-là, dans le sens où on essaye d'insuffler quelque chose, et ben on prendra plaisir à essayer d'insuffler autre chose ou à faire autre chose. Mais voilà, s'il n'y a plus de combat à mener, quoi.